vous asseoir pour qu'on débute la partie protocolaire, s'il vous plaît. Entre-temps, je me présente, je m'appelle François Poisson, maître du jeu du concours de menterie de patrimoine Bécancour pour la 6e fois. L'an passé, j'étais menteur. J'ai préféré de redevenir maître du jeu. J'ai beaucoup de respect pour les menteurs-menteuses, donc voilà, mais plus à l'aise dans le rôle de maître du jeu. Alors, bienvenue à tous et toutes. Ça, c'est de ma part. Et là, pour vous le souhaiter également, j'inviterai la mairesse sortante et candidate à la mairie de Bécancour, Mme Lucie Allard. Bonjour tout le monde. Wow! Malgré le beau soleil, je suis contente de voir que les gens sont au rendez-vous pour la 11e édition du concours des menteries. Bravo, Patrimoine Bécancour. Bravo! 60 ans de la ville, ça en fait de la matière pour raconter des choses, des menteries, j'en doute pas. Puis quand je regarde le programme, bien, je me rends compte qu'il y a des vieux routiers dans la salle, des menteurs qui ont une bonne feuille de route, des nouveaux, de la relève. J'ai le goût de proposer à Patrimoine pour l'an prochain qu'il y ait 2 catégories. Une catégorie amateur et une catégorie professionnelle avec nos menteurs, avec une bonne feuille de route. Donc, je pense que ce serait vraiment une belle proposition à regarder, Patrimoine, parce qu'à Bécancour, on ne compte pas des menteries, on enjolive la réalité avec passion. Donc, bravo à toutes et à tous les participants. Heureuse de voir qu'il y a deux femmes là, qui relèvent le défi aujourd'hui. Donc, vraiment, bon concours de menterie. Ça aurait été la 11e édition s'il n'y avait pas eu la damnée pandémie. Donc, ça a été annulé, le concours de menterie, en 2020-2021. Alors, c'est la 9e. Donc, mais on est d'autant plus content d'être ici. Alors, et de se diriger petit bonhomme de chemin vers la 10e l'année prochaine. Donc maintenant, pour vous souhaiter bienvenue à son tour, le président d'honneur de cette 9e édition, donc, est le conseiller municipal sortant du poste numéro 3 de la ville de Bécancour, M. Pierre Moras. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que j'arrive d'un voyage de 2 semaines en Italie. On est arrivé hier soir. Non, c'est vrai, j'arrive d'un voyage de 2 semaines. Ça m'a permis de faire prendre conscience aux gens du monde de l'importance de Bécancour. Sur l'avion, j'étais assis aux côtés d'une personne qui regardait sa télévision. On va ensemble un petit peu. Il me demande d'où je viens. Je dis, je viens de Bécancour. Ah, il dit, Bécancour, la filière batterie. Ah, il dit, Bécancour, c'est pas juste la filière batterie. C'est aussi, on a une célébrité, Denis Villeneuve, cinéaste de grand talent. Ah, il dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, on a des sportifs aussi. Samuel Montembeault, Zachary Bolduc qui joue pour le Canadien. Ça représente tout de même 10 % de l'équipe qui vient de la ville de Bécancour. 66 % des francophones de l'équipe. Fait que je m'informe aux 10 personnages ce qu'ils faisaient dans la vie. Il me dit, moi, je suis réalisateur à la télévision. Ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez réalisé, monsieur? Ah, il dit, moi, j'ai réalisé Macaroni tout garni. Ah, Macaroni tout garni. La vedette, c'était bien Louis-Martin Despa. Ben, il dit oui. Ben, il dit, c'est un citoyen de Bécancour. Il a commencé sa carrière à la Polyvalente Les Seigneuries, dans une pièce de théâtre « Viens-tu jouer dans ma cour », mise en scène par Suzanne Follet et Clairette Biron. Il trouvait ça bien intéressant. Là, il regarde la télé.
Là, je vois qu'il regardait Imelda. Les 12 travaux d'Imelda. Ah, j'ai dit ça. Il dit, ça a été tourné à Bécancour par Martin Villeneuve, le fils de Jean et Nicole. Ah, il dit oui, ben oui. Un autre citoyen de Bécancour qui propulse l'image de la ville partout dans le monde. C'est ses avions, ça fait que tout le monde peut voir ça. Un peu plus tard, mon personnage encore, je l'entends rire. Je regarde ce qu'il regardait. Je dis, ah, vous regardez les gags? Ah, il dit oui, il dit ça, c'est drôle. Il dit, le grand brun, là, il est fou, hein? Ah, il dit, le grand brun, c'est Pascal Babin. Il vient de Bécancour. Fait qu'on continue notre visite, puis on se ramasse un moment donné à Saint-Pierre-de-Rome, devant l'hôtel dédié à Jean-Paul II. Fait qu'on voit un paquet de photos avec Jean-Paul II, avec des citoyens. Puis là, je regarde un, il dit, crime, ça se peut pas, c'est pas lui. Ben oui, c'est lui. Là, j'entends mon réalisateur qui regarde parlait en arrière de moi, il regarde les photos lui aussi. Puis tout à coup, il y a un moine tibétain qui rentre. Il regarde les photos, puis je l'entends dire, c'est qui le gars aux côtés de Louis Baudette? Fait que je vais vous laisser la place aux professionnels. Amusez-vous bien. Ouais, mais il y a de la place chez les amateurs, hein? Macaroni, macaroni tout garni. On a parlé de lui, en fait, puis on va en reparler. Notre président, le président de Patrimoine Bécancour, Raymond Cormier, le grand organisateur, va venir vous adresser la parole. Merci. Merci beaucoup. Quelques mots seulement pour vous remercier d'être là, qui avez bravé la belle température pour être ici. C'est apprécié et appréciable. Et également, merci d'abord à nos menteurs, parce que je sais que c'est pas facile de mentir, mais s'il n'y avait pas de menteurs et menteuses, on n'aurait pas de concours de menterie. Parce que le concours de menterie, il faut le dire, pour Patrimoine Bécancour, c'est en plus de célébrer, de mettre en valeur le conte, le raconteur, le patrimoine du conte, c'est également pour nous une bonne manière de se financer. Et pour nos opérations courantes et notre édifice patrimonial qu'on conserve et qu'on entretient avec amour. Donc, merci. Également, merci à nos commanditaires, parce qu'il y a une cinquantaine de commerces et de professionnels ici qui sont listés dans ce programme souvenir-là. Je vous invite à les encourager parce que je sais qu'ils sont beaucoup sollicités par tous les organismes, mais ils ont quand même fait un effort pour nous vendre des annonces. Donc, gardez-les et encouragez-les. Merci beaucoup. Et bon concours. Merci, Raymond Cormier, lui-même gagnant du trophée Pinocchio. Une fois, si ce n'est pas deux, je pense. Alors maintenant, lui aussi a été mentionné, donc je vais inviter un homme. On partage des choses, l'amour de la BD, de la science-fiction, mais moi, j'en consomme. Lui, il en crée. Donc, déjà une étape de plus. C'est un scénariste, un réalisateur et un acteur. D'ailleurs, c'est peut-être la seule personne au monde qui a reçu un prix d'interprétation masculine pour le rôle d'une femme. Imelda, hein? Sa grand-mère. Donc, nous allons accueillir Martin Villeneuve / Imelda pour vous parler de création de personnages. Merci, merci. Merci à tous de votre présence. Toujours un plaisir de me retrouver dans mon village natal. Mes parents sont là. Merci à tout le monde de vous être déplacés. Puis aux menteurs. On dirait que le mensonge a pris d'assaut la ville parce que hier, pas plus tard qu'hier, on tournait, imaginez-vous, la suite des 12 travaux d'Imelda. Donc, on est en plein tournage présentement de la suite qui s'appelle, pour l'instant, en tout cas, Imelda contre-attaque. Donc, c'est la suite directe du long-métrage des 12 travaux d'Imelda, pour ceux qui l'ont vu, et qui sera au cinéma dans 1 an.
J'aimerais bien le sortir à l'automne 2026. Tous les acteurs qui ont participé au premier film, Robert Lepage, Michel Barrette, Anne-Marie Cadieux, Antoine Bertrand et compagnie, sont de retour. Et il y a des nouveaux venus cette fois-ci, pas des nouveaux visages, parce que tout le monde les connaît au Québec, mais il y a Louise Forestier, Benoît Brière, Martin Dubreuil qui s'ajoutent à la distribution parmi d'autres. Donc, ça sera un rendez-vous dans un an. D'ailleurs, on devrait organiser une projection d'Imelda à Gentilly, ça pourrait être chouette. Donc, merci. Donc, on m'a demandé d'ailleurs, merci de m'avoir demandé de présenter ça, une espèce de présentation sur ce que c'est d'incarner un personnage, ou en tout cas de faire croire au mensonge à l'écran. C'est sûr que l'interprétation, c'est une chose, mais ça prend des complices menteurs. Quand on fait du cinéma, ça prend des gens pour aider l'acteur à livrer la meilleure performance possible à l'écran, parce que ce n'est pas une performance comme en ce moment sur un stage. C'est une performance qui est capturée par une lentille, par une caméra. Donc, il y a plusieurs filtres, plusieurs couches, plusieurs collaborateurs, collaboratrices qui permettent ce mensonge-là de prendre vie et d'être crédible. Donc, aux premières loges du mensonge, il y a évidemment le costumier, le styliste qui aide à faire croire au personnage, et ça aide beaucoup, je dirais, le costume, l'interprétation. Il y a évidemment le maquillage. Dans mon cas, moi, c'est une maquilleuse extraordinaire qui s'appelle Charlotte Vézina, qui travaille. Ça prend environ 4 heures pour faire le maquillage. C'est des couches successives de latex. C'est une vieille technique de vieillissement, mais qui demande quand même beaucoup de temps. Donc, en fait, pour résumer l'exercice, c'est que je dois me raser à 2 heures du matin environ. Je me rase tous les poils apparents, c'est-à-dire du torse, les bras, le visage, évidemment. Puis, Charlotte commence donc à m'appliquer du latex par couche au pinceau. Puis, il faut étirer le visage dans tous les sens. Puis, moi, je participe à ça du mieux que je peux. Puis, en même temps, j'écoute mes textes. Donc, parce que souvent, je n'ai pas le temps d'apprendre mes textes beaucoup à l'avance. Donc, le fait d'avoir le temps de m'asseoir sur une chaise puis de me préparer à incarner Imelda, j'écoute mon texte que j'ai enregistré au préalable avec l'autre acteur avec qui je vais jouer cette journée-là. Donc, j'ai comme un 4 heures, autrement dit, pour me préparer, où je suis les directives de Charlotte qui me dit « tire ta peau dans ce sens-là, tire dans l'autre, tire ». Mais en même temps, j'ai le temps d'écouter mon texte puis de me concentrer. Puis, évidemment, le directeur photo, la personne donc derrière la caméra qui s'occupe du cadrage, des éclairages, de tout ce qui fait finalement que la performance va être capturée de la meilleure façon possible. Donc, ça prend des complices menteurs. Donc, je vais pas pouvoir aujourd'hui vous faire tout le truc d'Imelda, mais quand même un peu. Désolé, Denis, j'enlève la casquette de Dune. Mes lunettes. Donc, tout d'abord, la perruque. Celle-ci a été faite, imaginez-vous, avec des bouts de cheveux de perruque qui ont servi à Robert Lepage et à Jacques Languirand. Donc, un peu de mon histoire cinématographique sur ma tête. C'est sûr que quand ils le font pour vrai, ils mettent un bald cap. C'est comme une espèce de pellicule de plastique qui vient couvrir tout le crâne. Puis ils mettent de la colle pour que ça colle bien. Puis j'ai là, à ce moment-ci, au moment où ils mettent la perruque, j'ai déjà tout mon maquillage. Puis là, habituellement, l'autre acteur arrive. La dernière fois qu'on a tourné, c'était avec Benoît Brière, qui lui aussi jouait une femme, qui joue, pour ceux qui l'ont connue, la femme de ménage, Madame Barry, qui était la femme de ménage d'Imelda. Donc, c'est Benoît Brière qui joue le rôle. Donc, à ce moment-là, les choses se mettent en place et tout. Deuxième chose qui est importante, évidemment, c'est les lunettes d'Imelda.
pardonner la petite barbe d'une journée. Je ne suis pas encore tout à fait convaincant. Hein? Ça prend d'autres choses. Le retour à Gentilly. Après tout ce temps-là, je suis pas morte encore. Je suis pas morte encore. Et puis, je suis venu ici pour vous raconter mon miracle. Le miracle que le Christ a fait pour moi en Israël. Alors, notre Seigneur était un jour avec ses disciples. Il creusait, il faisait avec ses doigts des petits ronds de terre. Des petits ronds de terre. Il est arrivé des brigands avec une pauvre femme qui traînait, qui avait toute la robe déchirée. Il leur dit, Seigneur, nous avons pris cette femme en flagrant d'adultère. Suivant la loi de Moïse, nous devons la lapider. Nous devons la lapider. Notre Seigneur, connaissant le fond des cœurs, leur dit, Pharisiens, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui lance sa première pierre. Lui lance sa première pierre. Alors, ils se regardèrent en partant du plus vieux. Ils partirent. Le Seigneur demandait à la femme, où sont-ils, femme, ceux qui voulaient te lapider? Ils ne t'ont pas condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors, c'est ce que j'ai écrit à un moment donné à Bill Clinton, en voulant dire que celui qui est sans péché vous lance la première pierre. Parce que Bill Clinton, c'était un chic type. Un chic type. Bon. C'est sûr que sans le maquillage, c'est moins convaincant. Mais bon, vous avez vu, alors la posture, hein, c'est très important, la posture physique. En premier, les pieds par en dedans, les genoux pliés. Puis là, il faut que je me déboîte les épaules, comme ça. Puis là, il faut que je marche comme ça. Attends, maman, Pipo. Attends, maman, mon petit enfant. Attends, maman. Quand le chien tire, c'est encore mieux. D'ailleurs, hier, M. René Héon, qui est ici ce soir, cet après-midi, était là pour nous. Puis il est toujours là, M. Héon, quand on a besoin de sa chienne Barbie, qui joue Pipo. Puis c'est toujours agréable de sentir la présence de ces gens-là qui viennent, parce que tout le monde travaille bénévolement. Hein. Sur Imelda, on n'a pas de budget. Donc, c'est tous des gens bénévoles. Et le chien, c'est comme Milou avec Tintin. On ne peut pas imaginer Imelda sans Pipo. Donc, à chaque fois que j'ai besoin du chien, René vient nous aider. Sa femme Claudette. Merci beaucoup, d'ailleurs, en passant. Donc, voilà, il y a évidemment la voix, le travail de composition de la voix. C'est quelque chose qui se travaille. Moi, je suis capable de placer ma voix pour aller chercher les intonations d'Imelda. Des acteurs qui en font une profession, comme Benoît Brière, par exemple, est excellent pour... lui, il a un registre très, très large. D'ailleurs, j'ai travaillé avec lui sur une série qui s'appelle Red Ketchup, une série animée. Puis, Benoît Brière était capable de vraiment faire une voix très, très rauque, très, très gutturale. Donc, la maîtrise de la voix est un aspect extrêmement important pour faire croire au mensonge. Je vous dirais aussi que le travail de préparation d'un personnage, ça se travaille beaucoup avec la recherche. C'est-à-dire que moi, j'ai passé plusieurs années à faire un travail de recherche sur ma grand-mère. Évidemment, on ne peut pas tout connaître d'un personnage comme ça, mais au moins de saisir les grosses pierres d'une vie, parce que, je veux dire, comprendre toute une vie, ça prendrait le temps d'une vie, donc on peut pas se mettre complètement dans la peau de quelqu'un d'autre, mais c'est rare dans une vie qu'on a le temps d'investir comme ça la vie d'un ancêtre, puis d'essayer de comprendre un petit peu c'est quoi les événements marquants qui ont façonné le parcours de ce personnage-là, puis automatiquement, ça informe beaucoup de choses. C'est important de s'imprégner de ça, parce que même
quand c'est pas dans le texte, même quand c'est pas dans la scène qu'on est en train de filmer, c'est là quand même. C'est comme une sorte de fantôme qui est là tout le long du tournage. Donc, la recherche est extrêmement, extrêmement importante. Il y a des... Je vais enlever ça parce qu'il commence à faire chaud. Voilà, de retour dans mon propre rôle. D'ailleurs, c'est drôle parce que il y avait Marlon Brando qui disait que tous les gens dans la vie sont des acteurs parce qu'on interprète notre propre rôle dans la vie de tous les jours. On est en représentation continuellement. Donc, selon lui, tout le monde pouvait être un acteur. C'est pas faux, dans le sens que c'est vrai que la vie est une espèce de grand théâtre sans répétition, puis à tous les jours, on avance sans nécessairement connaître ce qui s'en vient. Puis on n'a que le passé pour se baser sur la suite des choses. Donc, le fait de vivre dans le présent, le moment présent, c'est quelque chose qui est très, très, très important dans l'art du mensonge au cinéma, en tout cas parce que les acteurs travaillent toujours en fonction du moment présent. C'est-à-dire que c'est aussi important l'écoute que le moment où peut-être même plus encore, l'écoute de l'autre est encore plus importante que le moment où on doit parler. Et je donnais une formation à des jeunes acteurs avant-hier, puis c'est ce que j'observais, c'est souvent le problème, ou en tout cas, c'est normal, c'est un phénomène normal, mais les jeunes acteurs qui commencent sont tellement concentrés sur la performance qu'ils doivent donner eux, qu'ils sont en train de penser à leur prochaine réplique plutôt que d'écouter l'autre. Puis ça, c'est un réflexe qu'il faut casser assez vite pour réaliser que finalement, le vrai jeu, c'est la communication entre deux êtres dans le moment présent. Donc, moi, j'ai observé, c'est incroyable quand même de faire Imelda parce que j'ai joué avec les meilleurs acteurs du Québec, Robert Lepage, Ginette Renault, dernièrement, c'était avec Martin Dubreuil. Puis j'ai remarqué, des acteurs de métier ont cette capacité de tout de suite complètement se fondre dans le moment et avec une écoute extraordinaire. Et une anecdote à ce sujet-là, Martin Dubreuil, pour ceux qui le connaissent, est un acteur qui est beaucoup dans la méthode, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de recherches pour comprendre qui est son personnage, quel est son rôle, évidemment, dans le contexte du film, mais aussi, il veut vraiment bien comprendre les motivations derrière son personnage. Dans ce cas-ci, il joue un prisonnier. Il voulait comprendre pourquoi il s'était retrouvé en prison. Il voulait comprendre quel était son background, étant jeune, par quoi il a passé, les étapes qui l'ont amené là. Est-ce que c'est un type intelligent? Est-ce que c'est un type stupide? Donc, j'ai répondu le mieux possible à ces questions. Et là, moi, j'arrive sur le plateau, je suis déguisé en Imelda, Martin est dans son costume de prisonnier, il est dans sa cellule. Là, les choses se placent. On avait quand même fait une répétition, lui et moi, avant. Mais là, dès qu'on a dit « action », là, j'ai vu comme un acteur se transformer complètement pour devenir quelqu'un d'autre. C'est très intéressant parce que habituellement, comme réalisateur, on est derrière la caméra. Puis quand on se retrouve à jouer avec quelqu'un d'autre, tout à coup, c'est de voir à quel point l'autre personne se transforme complètement, puis devient quelqu'un d'autre. Donc, l'écoute devient extrêmement importante parce qu'il faut recevoir ce que l'autre dit pour être en mesure de réagir, même si le texte est écrit. Dans ce cas-ci, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est peut-être plus facile, mais pour les acteurs qui doivent jouer quelque chose qui n'est pas d'eux, qui n'est pas de... Donc, l'attitude et puis le fait de vraiment vivre le moment présent dicte la façon de livrer le texte. Donc, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante dans l'art du mensonge au cinéma. J'ai observé aussi des acteurs comme Michel Barrette qui arrivent sur un plateau sans grande préparation, mais avec une grande maîtrise. C'est-à-dire que Michel Barrette
pour ceux qui l'ont connu, joue mon oncle André Villeneuve, qui a habité à Gentilly longtemps. Michel arrive, puis il a lu son texte une fois, quand il l'a reçu, peut-être une semaine plus tôt. Puis là, lui m'a dit, il ne faut jamais trop savoir un texte. Là, je trouvais ça intéressant, parce que souvent, on dit aux jeunes acteurs, il faut absolument connaître le texte par cœur. Michel dit non, il ne faut pas apprendre le texte par cœur, sinon on tue la spontanéité. Il faut savoir ce que le personnage a à livrer, quand, comment, mais le texte, il va venir tout seul. Ah bon? Il dit oui. Après ça, il dit, le matin du tournage, il dit, je le lis avec mon café, en prenant mon café le matin. Puis là, il dit, je le sais assez pour me présenter sur le plateau. Puis là, on fait ce qu'on appelle des italiennes. C'est un drôle de terme, mais c'est comme ça. C'est une italienne, c'est quand on attend après l'équipe technique, parce qu'on attend toujours au cinéma. Hein. Les gens, René en sait quelque chose, pour avoir 1 minute avec le chien, il attend pendant 3 heures. Fait que les gens placent l'éclairage, la caméra, etc. Donc, ça donne du temps aux acteurs pour répéter. Donc, une italienne, c'est tout simplement une répétition sur le plateau avec l'autre acteur. Puis là, on place les choses, des intentions qui se précisent. Il y a toute une mise en place aussi physique, c'est-à-dire qu'on choisit une location de tournage des semaines avant le tournage. Donc, si c'est dans une maison, par exemple, on sait que la maison, il va y avoir une table ici, des chaises là, un corridor au fond, etc. Donc, les acteurs arrivent de là, ils vont se positionner comme ça. Moi, je fais toujours un blocking. Ça s'appelle un blocking. C'est en fait une mise en place en français. Donc, pour expliquer à l'équipe technique comment le truc va être tourné. Donc, ça se fait normalement une journée avant le tournage ou quelques jours avant. Parce que moi, surtout que je joue Imelda, puis je réalise le film en plus. Donc, je ne peux pas, évidemment, dédoubler mon cerveau pendant le tournage. Quand je joue Imelda, il faut que je joue Imelda. Donc, je suis là pour jouer. Donc, toutes les questions techniques sont réglées à l'avance, si vous voulez. Donc, la veille du tournage, j'explique aux techniciens, à l'équipe caméra, la caméra va être ici, après ça, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis, j'explique tout mon découpage. Les angles de caméra, les lentilles qu'on va utiliser, le type d'éclairage. Tout le monde dans l'équipe a le loisir de répondre, de poser des questions, puis d'avoir les réponses à ce moment-là. Puis normalement, le jour du tournage, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est extrêmement important pour que le mensonge ait lieu, n'est-ce pas? Et qu'on y croit. Parce que sinon, un tournage mal préparé, ça fait un très mauvais mensonge. C'est le pire des cauchemars pour une équipe, surtout quand c'est bénévole. Il faut absolument être rigoureusement organisé pour que le jour du tournage, finalement, les choses se mettent en place de manière naturelle et qu'on ait du fun à jouer. Moi, souvent, j'envie les acteurs parce que quand je me suis occupé de la logistique, prévoir les repas, les déplacements, le transport, les costumes, maquillage, l'équipe, etc., puis que là, enfin, je peux m'asseoir pour jouer, je me dis, mon Dieu, j'aimerais tellement ça n'avoir qu'à me concentrer sur le jeu, la création dans la vie. Ça serait tellement plus simple. Mais d'avoir à composer avec toutes les réalités du cinéma, ça crée une espèce de chaos, ça crée une espèce d'urgence, puis les gens dans l'équipe embarquent là-dedans, puis c'est ce qui fait aussi que Imelda se peut. Hier, on tournait chez, entre autres, la maison de Pierre Moras et José Magny. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir encore une fois donné accès à la maison. Pourquoi je suis revenu à Gentilly hier? C'est parce que le film, il est en tournage depuis le mois de juin. On tourne par bloc. Hein. Ça prend, je tourne à chaque 2 mois à peu près. Ça me prend 1 mois ou 2, tout préparé. Puis on tourne une journée ou 2. On prend un break, on tourne un autre bloc. Donc, c'est 7 ou 8 blocs en tout. Puis hier, je faisais des plans qu'on appelle des establishing, des plans d'ensemble.
pour camper les lieux du film. C'est-à-dire que Imelda qui marche avec son chien, qui s'en va à sa maison, qui sort de la maison, qui va se promener au cimetière. On tournait à la piscine à Grenouille aussi, qu'on a vu dans le premier film. On y est retourné hier. Étonnamment, la piscine n'avait pas bougé depuis 2019, la dernière fois qu'on y a tourné. Donc, le marais était bien vivant. Donc, c'est quand Imelda menace, évidemment, de se suicider dans la piscine. Il y avait des récurrences chez Imelda comme ça, pas des lubies, mais des choses qu'il fallait régler. Donc, je suis retourné à la piscine, on est retourné au cimetière, on est retourné à la maison de Pierre et José. Puis, on est allé aussi à l'église de Saint-Pierre-les-Béquets. Vous allez comprendre quand vous allez voir le nouveau long-métrage pourquoi ce n'est pas la même église que dans le premier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part de ça? Avez-vous des questions? Ça serait peut-être une bonne idée pour terminer, parce que là, je parle, mais quelle heure il est? Il me reste 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Jean-Guy, je suis sûr que tu as une question. Oui, OK. Oui. Non, tout le monde, j'ai jamais réussi à lever un sou de financement pour Imelda, donc malgré des années d'efforts et de dépôts, donc malgré moi, moi, j'aurais pas fait une suite comme ça parce que justement, à un moment donné, on vient fatigué de toujours demander aux gens de travailler gratuitement, mais là... Moi, j'ai terminé les 12 travaux d'Imelda, puis je me suis dit, bon, c'est terminé, je l'ai fait, puis ça a pris 9 ans, puis ça a été difficile, mais j'ai eu du fun, puis bon, c'est terminé. Puis, à chaque semaine, depuis ce temps-là, il y a des gens qui m'écrivent, puis là, on parle de centaines et de centaines de personnes qui m'écrivent toujours pour me dire, est-ce qu'il va y avoir un autre Imelda? Est-ce que vous allez continuer? Parce que il y a même des gens qui m'ont dit que c'était le meilleur film qu'ils avaient vu dans leur vie. Là, je me suis dit, oh my God, c'est quand même... Une femme elle m'a écrit, elle dit, ça fait 25 fois que je le vois. Donc, elle dit, mon chum ne comprend pas pourquoi je regarde ça encore. Elle dit, ça doit faire 25 fois. Elle dit, votre film, ça me fait rire, ça me fait pleurer. Puis c'est récurrent, j'entends beaucoup de témoignages. Puis là, il y a Louise Forestier, qui est ma voisine, qui me dit, écoute, je tourne un documentaire là, sur Louise. Puis elle me dit, j'aimerais ça jouer encore. Puis elle a 83 ans, puis elle me dit, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ça doit faire une vingtaine d'années qu'elle n'a pas fait de cinéma. Puis elle me dit, tu ne m'écrirais pas une scène avec Imelda? Puis là, j'ai dit, écoute, Louise, ça me ferait plaisir, mais moi, c'est des menteries calculées, mon affaire. C'est des choses qui sont basées sur des faits réels, des vraies histoires. Donc, je ne peux pas inventer, je ne peux pas mentir au point d'inventer du Imelda qui n'existe pas. Mais elle dit, je ne pourrais pas faire la sœur de... Parce qu'elle voulait faire la sœur d'Imelda, c'est ça. Puis moi, je n'avais pas d'histoire nécessairement racontée par rapport à la sœur d'Imelda, jusqu'à ce qu'à un moment donné, à force de fouiller, puis de fil en aiguille, puis mon père, puis tout ça qui me raconte des choses. Fait que j'ai fini par trouver une histoire qui méritait de faire un court-métrage. Donc, on tourne le truc avec Louise. Puis moi, je voulais tourner avec mon iPhone parce que je ne voulais pas emmerder encore une fois une équipe de technique, faire venir un camion avec 15 personnes, puis demander encore à des gens de travailler gratuitement, puis etc. Ça ne me tentait pas. Donc, j'ai dit, je vais demander à mon ami Yannick qui me filme avec un iPhone, puis ça va être ça, on va faire tout ça tout simple. Et le matin du tournage, à 5h30, pendant que j'étais en make-up, ça cogne à la porte. Puis l'équipe de tournage du premier film est débarquée avec du encore meilleur équipement, avec la Harry Mini LF puis les lentilles que Denis utilise sur Dune, imaginez-vous. Donc, on tourne cette fois-ci avec une meilleure équipe, avec plus d'équipement. Donc, c'est vraiment malgré moi. Je n'ai jamais rien demandé à personne. C'est l'industrie du cinéma à Montréal qui, comme le public a aimé Imelda, ne comprend pas pourquoi ce n'est pas financé, puis décide de mettre du temps pour que ça se fasse, et des moyens et de l'équipement. Parce qu'on ne fait pas du cinéma tout seul, ça prend une équipe, ça prend du monde. Donc, ces gens-là sont débarqués, on a tourné un court-métrage,
Puis là, je l'envoie au Festival de Québec, ils le mettent en compétition officielle. Je l'envoie au Festival de Rouen, ils le mettent en compétition officielle. Je vais être là dans 2 semaines. D'autres festivals qui le prennent. Fait que là, tout à coup, les choses se mettent en place. Puis là, ben, Michel Barrette m'appelle, il dit « Tabarnak, il dit, tu tournes du Imelda, puis tu m'appelles pas, toi, Calice? » Fait que là, j'ai dit, Michel, c'est encore bénévole. Là. Il dit, je suis pas en train de te parler d'argent, moi, tabarnak, je suis en train de te parler d'avoir du fun. Il dit, j'ai eu du fun, moi, à faire ça, Calice. Il dit, hey, n'importe quand tu m'appelles, il dit, moi, je fais du Imelda. Fait que, une semaine plus tard, j'ai envoyé un texte à Michel Barrette qui est revenu. Puis il y a eu tellement de fun qu'il m'a dit, je vais en faire un autre. Fait que là, on va tourner le 10 février encore avec Michel Barrette. Là, Anne-Marie Cadieux m'appelle. Coudonc, tu tournes puis tu ne m'appelles pas. Même chose avec Robert Lepage. Même chose. Fait que j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Les seuls qu'il faudrait convaincre, c'est les gardiens the Guardian of the Gates, comme ils disent, là, les gens qui ont la main sur le portefeuille de l'argent public puis qui ne veulent pas appuyer Imelda, mais ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis du côté du privé, ben, j'ai beaucoup d'aide parce que quand même, les sociétés de post-production puis de prêts d'équipement puis tout ça, je veux dire, on parle de... C'est pas pour rien quand un film, quand on dit que ça coûte des millions, c'est parce que l'équipement coûte cher, les techniciens coûtent cher. Donc là, il y a toute l'industrie du cinéma du Québec qui appuie Imelda. Ça fait que dès que j'ai besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui lève la main. Puis je me retrouve avec d'autres complices menteurs pour m'aider à compléter mon film, sans que j'ai besoin de faire grand-chose. En fait, c'est assez exceptionnel, je vous dirais, parce que j'ai déjà essayé de faire des projets comme ça où il n'y a pas d'argent. Puis, c'est le contraire qui se passe, en fait. C'est que les gens, ils vont à rebrousse-poil, c'est compliqué, ça finit jamais. Alors qu'avec Imelda, il y a une espèce de magie qui porte le projet puis qui le tire toujours vers le haut, avec des gens, en plus, qui sont critiques, qui veulent que ça soit bon. Michel Barrette me demande de lui envoyer le pré-montage, il commente, il m'appelle, il dit ça, il dit il me semble qu'on était meilleur dans telle chose. Fait que les gens veulent que ça soit de mieux en mieux. Donc le nouveau long métrage va être de loin supérieur au premier, ça c'est certain. Puis c'est ça, c'est comme une communauté de menteurs qui se mettent en place pour que. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on n'est pas pire. 14h15, 30 minutes. Merci beaucoup. Merci, Martin Villeneuve, pour ta générosité. Mais là, je comprends que c'est comme un rendre au suivant, là, tu sais, parce que toi-même, tu as beaucoup de générosité autour de toi. Puis ça en dit long, je pense, sur le Québec ou sur une façon de fonctionner au Québec, quand on croit à quelque chose, puis on se met tout le monde ensemble. Bravo, franchement. Allez voir ça, Imelda, vous allez rire et pleurer, vous aussi. Vous allez voir. Alors, on a des mensonges pour une menterie, évidemment, nous aussi. Et ce qui est convoité, c'est le tournoi Pinocchio, qui est juste là. Et il y a des règles. Donc, malheureusement, contrairement à certains de tes créateurs, Martin Villeneuve, ça ne sera pas en toute liberté. Alors, vous avez ici les outils du maître de jeu. Donc, ça, c'est le chapeau où sont les 8 noms des menteurs et menteuses. Alors, ils sont là à trépigner sur leur chaise parce qu'ils ne savent pas du tout à quel moment ça sera leur tour. Ensuite de ça, c'est un mensonge minimum 4 minutes. Donc, en bas de 4 minutes, le maillet intervient, disqualifié. À 4 minutes, pour leur faire savoir qu'ils sont dans une zone de confiance, la cloche. Donc là, le minimum, disons que le critère minimum a été, franchi. Ensuite de ça, on s'en va aux 6 minutes. Alors, il reste 1 minute avant la fin. Donc là, c'est la flûte. Donc là, ça veut dire, OK, on rappe ça, mon homme, ma femme, let's go, parce qu'il reste 1 minute. Puis sinon, à 7 minutes passées, c'est la disqualification. Et c'est là, mon travail est difficile parce que c'est moi qui disqualifie les gens. Et j'ai même dû disqualifier mon beau-père à quelques reprises. Là. Vous connaissez Jean-Paul Pépin, qui a bien de la misère à s'arrêter. Donc, mais là, on ne prend pas de chance, là, il est juge. Alors, merci aux juges.
Alors, Jean-Paul Pépin, un menteur d'expérience. Linda Leblond, une juge d'expérience, plusieurs fois qu'on la voit là, au concours de menterie. Et Sophie Wood, qui juge pour la première fois et puis a déjà peut-être assisté au concours de menterie? Une fois, parfait. Donc, tous des gens qui savent de quoi ils en retournent. Alors, là, évidemment, pour gagner ça, ce que les menteurs doivent faire, c'est plaire à ces gens-là, mais ce n'est pas dans le vide. Là, il y a des critères. Alors, il y a des critères sine qua non. Il faut que ça parle de Bécancour. Dans un monde idéal, les gens aussi se mettent en scène dans leurs mensonges, donc eux-mêmes. Bon, il y avait un critère de crédibilité, mais on s'entend dessus qu'en 9 ans, en 9 éditions, on a entendu des affaires tellement tirées par les cheveux que ça a comme un peu pris le bord. Là. Ce que les juges ont devant eux comme feuille pour accorder des points, il y a une colonne où c'est prestance, aisance, utilisation d'un accessoire. La colonne suivante, originalité, cohérence. On a eu des mensonges à travers les années, ça partait dans tous les sens. Généralement, ces gens-là n'ont pas leur nom sur le trophée. La troisième colonne, vocabulaire respecté, oui, parce que on ne veut pas d'incitation à la haine, on ne veut pas d'attaque à des groupes, quels qu'ils soient. Donc, on reste dans certaines normes de discours public. Ensuite de ça, le lien avec Bécancour, la crédibilité, j'en ai parlé. Et le temps respecté, bien, c'est ça à quoi mes outils m'aident, disons, à les contraindre. Là. Alors, en gros, ça ressemble à ça. Donc, ils ont droit à des accessoires. Et c'est pourquoi je vais me faire tasser à l'occasion de mon lutrin, parce que je leur ai offert soit la maillotche, comme ça, ils se promènent, comme Martin faisait, là, dans l'espace, ou le lutrin avec le micro, comme ça, avec un trépied. Alors, certains ont préféré ça, certaines. Alors, j'aurai ma petite dépendance là-bas, où je pourrais aller m'installer le cas échéant. Est-ce que vous êtes prêts? Prête? Oui? Parfait. Donc, n'écoutant que mon courage, je vais convoquer. Ils ont tous leur chapeau. En tout cas, ils sont supposés avoir leur chapeau. Là, si on le reconnaît, c'est comme ça qu'on reconnaît un menteur, une menteuse. Rosalie Riopelle. Maillotche, lutrin. OK. Ça va mal avec des bonnes. Tu peux prendre le petit banc. Fait que moi, je garde mon lutrin. Okay. Je pars le chronomètre quand elle commence à parler. Comment tu as dit ça? Comme on a dit tantôt. Il y a du matériel là-dedans, là, c'est important. OK, je suis prête. Alors, bien, bonjour. Je ne m'habillais pas comme ça auparavant, c'est tout nouveau. Je me suis fait donner des bons commentaires. Merci, on m'a dit que je devrais m'habiller comme ça plus souvent. Bref, si je suis ici aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler, je vais commencer avec un sujet qui me tient beaucoup à cœur. 2025, c'est important, je pense, de parler de santé mentale. Hein? On entend de plus en plus parler, il y a même des vedettes, des personnalités là, qui travaillent à améliorer, disons, l'image de la santé mentale et notamment du stress. Puis, je dois vous avouer, moi, aujourd'hui, je vous fais un genre de coming out. Le stress, l'anxiété, on appelle ça le mal du siècle. Hein? Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et notamment ma génération, je suis dans les milléniaux et moi, j'y échappe pas. Alors, quand j'étais un peu plus jeune à l'université, avec 1 million de projets, bien, on m'a diagnostiqué un petit trouble anxieux. Fait que là, on va me dire, Rosalie, tu dis ça devant tout le monde, là? Oui, c'est important parce que je vis ma vie, ça va bien. Et mon médecin, quand il m'a dit ça, tu es anxieuse, il m'a dit, c'est aussi quelque chose de bien parce que ça fait que tu es une personne sensible, hein, tu aimes les gens, tu vas être à leur écoute. Et peut-être qu'à un moment donné, il va se manifester des choses. Mais ça se peut que non plus. Fait que, fais pas le saut, mais c'est ça, tu as une belle sensibilité, utilise-la à bon escient, puis va dans la vie. Bon, parfait. Alors, moi, je me disais, je vais avoir des palpitations, de l'insomnie, peut-être, tous les symptômes qu'on connaît.
mais ça s'est avéré être un petit peu plus funky que ça, finalement. Ça n'a pas été que des palpitations puis des tremblements. Je me suis dit, là, c'est peut-être mon imagination, mais il me semble que je sens des choses. Il me semble que ça va un petit peu plus loin que ça. Là. Dans mon fort intérieur, là, je sens quelque chose. Il y a des vibrations dans l'air. Chaque lundi soir, les premiers lundis soirs du mois, il y avait quelque chose, là, je me sentais tendue. Je me suis dit, c'est peut-être à cause du conseil municipal, mais la séance n'était même pas commencée que je me sentais tendue. OK, il y a quelque chose là. Le jeudi matin, c'est le bingo. Moi, j'habite devant la salle de l'Âge d'Or à Saint-Angèle, la FADOC. J'étais tendue là, tabarouette, je me sentais pas bien. Le bingo n'était pas commencé, les chiffres n'étaient pas tirés, mais déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose dans l'air. Mon voisin, c'est Jean-Paul Pépin. Bonjour, Jean-Paul. Quand il est fâché après son tracteur à gazon ou après son beau-frère, François, pas mon beau-frère, son gendre, pardon, je le sens. Là, dans les omoplates, il y a une tension. Fait que là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Je sens vraiment quelque chose de particulier. Mais bon, ça reste là, puis c'est correct. Je suis peut-être un radar émotionnel. Je l'assume, c'est correct. Mais moi, là, j'aime les potins. Je suis une patineuse. J'aime ça. Je suis mémère. J'aime ça apprendre les ragots, les petites histoires du village. C'est pas compliqué. Des fois, il y en a qui m'appellent le KGB de Saint-Angèle. J'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ou la Laïse. Pour ceux qui connaissent, là, on m'appelle comme ça une fois de temps en temps. Mais c'est correct, je l'assume. J'aime ça. Puis ça fait partie de mon amour des gens. J'aime ça, connaître leurs histoires. Mais là, à un moment donné, ça s'est corsé. J'étais assise sur mon perron, en face du fleuve. Je regarde le majestueux fleuve Saint-Laurent, ses belles vagues, ou plutôt l'absence de fleuve Saint-Laurent cet automne. Hein? Fait que je regarde ça, Colin. Je prends mon petit café, la vie est belle. Puis là, ça vibre plus fort que d'habitude. Il me semble là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me dis, là, si tu le vents, y a-tu un tremblement de terre? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu... je ne sais pas trop ce qui se passe. Et là, en prenant mon café, je la vois. Une maudite petite coccinelle sur le bord de ma tasse à café. Vous savez, ces temps-ci, c'est l'automne. On a des invasions, il y a des escadrons de coccinelles, c'est pas compliqué. Vous allez me dire, ben oui, c'est la mondialisation. Les coccinelles asiatiques arrivent, ça frappe dans nos fenêtres, il y en a partout, ça mange nos plantes, on a nos plafonds dans nos maisons. Oui, mais celle-là n'était pas comme les autres. Elle avait un petit quelque chose. Puis là, je sais que vous allez rire de moi, là, mais je prends mon café, puis la coccinelle, elle lève sa main, puis elle me dit, Rosalie, on t'a choisi. De quoi vous m'avez choisi? Là, y a quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui a grainé quelque chose dans mon café un matin. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire. Choisi? Explique-moi ça. Là, je parle tout seul. Je parle tout seul. Ma maison, c'est à 132. Les gens me voient et disent, elle doit être folle. OK. On t'a choisi. Nous, on est le RCAB, le regroupement des coccinelles altruistes de Bécancour. Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans les maisons partout. On écoute les gens, puis toi, on le sait que tu as des bonnes antennes, on le sait que tu reçois les vibrations, là, c'est super. On a besoin d'une traductrice. OK? Mais encore? Bien, toi, tout ce que tu entends, tu vas nous le traduire, tu vas nous le rapporter. Puis nous, vu qu'on est déjà pas mal dans toutes les maisons, bien, on va aller faire en sorte que les gens aient mieux. OK, pas pire. Fait que... ils me demandent leur aide. Je me dis, bon, moi, j'aime le bénévolat. Écoute, je suis dans l'équipe du Quai en fête tout l'été. C'est fini, j'ai du temps libre. OK, on essaye ça. Hein, tu sais, une petite folie de plus, une petite folie de moins. Fait que me voilà bénévole pour les coccinelles altruistes de Bécancour. Et là, je dois leur faire un rapport. Alors, je prends des notes. J'en lis quelques-unes. Alors, semaine passée, j'avais une famille dans le rang des 60. Une petite famille, parents qui travaillent, enfants, s'en vont à Trois-Rivières. La tension est élevée. Cause probable, pont La Violette bloqué. C'est compréhensible. OK. Ensuite, je sens une tension très élevée, même une crise existentielle à la marina de Saint-Angèle. Cause probable, les bateaux sont à sec. J'entends Maurice Richard chez eux envoyer quelques petits sacs. L'anxiété est modérée, mais probablement qu'il a trop écouté les nouvelles. Et là, je ne vous parle même pas de la campagne électorale parce que c'est pas compliqué, je fais des boutons sur les fesses. Fait que, ça marche cette histoire-là. Moi, je capte, je traduis, je fais mes rapports. J'ai même dit à Pascal Doucette, conseiller, qu'il pouvait peut-être faire une résolution pour essayer d'aider les gens, mais
si jamais vous voyez une coccinelle là, chez vous, sur votre manche, sur votre barre de fenêtre, écrasez-la pas, chassez-la pas. Et peut-être juste venir voir si vous allez bien. Puis si elle est là trop longtemps, vous avez peut-être besoin d'un petit café ou de bonnes vacances dans le sud. Merci. Alors, un bon exemple ici de respect du temps. Donc, il restait un gros 15 secondes à Rosalie. Ouais. Je ne vous l'ai pas dit, il y a un bloc de 4, une pause, un bloc de 4. La pause, en gros, là, ben, on vend des moitiés-moitiés. Vous savez, c'est un événement bénéfice pour Patrimoine Bécancour. Donc, déjà que vous soyez ici, c'est parfait. Vous avez contribué à la cause. Mais après ça, c'est les moitiés-moitiés. Puis il y en a qui repartent ici avec pas mal d'argent. Donc, conseil d'amis, prenez-en. Un nouveau, toi, chose. D'ailleurs, la maison du notaire Villeneuve, celui qui a construit ça, d'après ce que j'ai lu là, sur un site de la ville, c'était un François Poisson. Donc, mes ancêtres là, ont été à Gentilly un bout de temps. Puis, ça a été vendu à un moment donné à un Lebleu. Donc, Richard Lebleu maintenant. Bonjour tout le monde. Mon histoire qui est quand même assez invraisemblable, mais très vraie avec une automobile. 1965, le pont de la Violette n'est pas encore bâti. Fait que les gens de la Rive-Sud, surtout de Bécancour, prenaient la traverse pour aller faire le magasinage, les activités à Trois-Rivières. Puis il y avait un des cousins à mon père, Patrick Beaumier, qui aimait bien prendre le bateau, lui, puis il s'en vantait souvent pour aller à Trois-Rivières. Un bon matin, sa sœur, ma tante Fernande, a décidé d'aller faire un tour à Trois-Rivières. Comme Patrick aimait beaucoup les voitures, il dit, tiens, je vais aller faire un tour chez Trois-Rivières Chrysler pour voir les nouveaux modèles de l'année. Durant ce temps-là, ma tante Fernande, elle était partie à pied, puis elle allait faire son petit magasinage. 1 heure plus tard, elle revient rejoindre son frère. Puis là, il va arriver. Ah, il dit, t'as rien acheté? Elle dit, oui. Elle dit, j'ai fait quand même un gros achat. Achat. Elle dit, je me suis acheté une automobile. Pardon? Il dit, t'as même pas de permis de conduire. Ben non, mais elle dit, le vendeur, il m'a promis qu'il n'était pas venu me la livrer lui-même, personnellement, gentil. Non, mais c'est beau. Fait que quelques temps plus tard, il a demandé, il dit, t'as acheté quoi comme automobile? Elle dit, j'ai acheté une Volkswagen, modèle Coccinelle 1965, vert pâle. Ah bon. Quelques temps plus tard, ma tante a pris son permis de conduire pour justement profiter de sa voiture. À son décès, elle m'a légué sa voiture en me faisant prendre quelques promesses. De 1, d'en avoir soin, et de 2, de ne jamais la vendre. Ça, c'est une mauvaise promesse. Fait que lors d'une balade avec la voiture, je me rends compte qu'il y a une bosse dans la portière côté gauche. Fait que je me ramasse chez Sylvain Poisson pour faire réparer la voiture. Quand je suis arrivé là, Sylvain a vu l'état de la voiture. Hey, dit, je la veux, ton prix, c'est le mien. Puis bon, on sait que Sylvain paraît à tout acheter ce qu'il y a sur la terre comme voiture. Et il dit non, je ne peux pas te la vendre. J'ai fait une promesse à ma tante de ne pas de la vendre. Elle dit en tout cas. Fait que là, on parle de la réparation. Puis tout en jasant, je fais la remarque que, tu sais, un char de fille rose, me semble, ça doit être beau, hein, mais tout ça de même. Fait qu'une semaine plus tard, je vais récupérer la voiture. Je rentre dans le garage, je regarde la voiture, je dis, hey, il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu as peinturé la voiture Volkswagen de ma tante Fernande rose. Mais là, il dit, non, il dit, en discutant, j'ai fait une remarque, un char de fille rose, c'est beau, là, mais je t'ai jamais dit de la peinturer. En tout cas, le temps de dépomper un peu, j'ai dit, sors ça dehors, là, puis j'ai dit, m'en revenir demain, là, j'ai dit, je suis trop pompé avec ça. Ah, puis il sort la porte par la porte en avant, là, parce que ma tante Fernande est enterrée en avant du garage, dans le cimetière, première rangée. Fait que si elle voit ça, d'après moi, elle va faire 3 tours dans sa tombe. Fait que j'ai dit, sors ça par en arrière. Fait que le lendemain matin, je m'en vais le voir pour régler, pour remettre la voiture dans son état original de couleur. Là, mon Sylvain, il dit, ouais, il dit, une mauvaise nouvelle. Bon, il dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, on s'est fait voler la voiture cette nuit. Il dit, pardon? Oui. Là, il dit, j'ai appelé la police, il y a un policier qui arrive, prend des coordonnées de la voiture, tout ça, tu sais. Moi, je dis au policier, il dit, on s'entend-tu qu'il y a une Volkswagen Coccinette 1965 de couleur rose? D'après moi, demain matin, tu vas retrouver.
Fait qu'en tout cas, ça a pris une couple de semaines. Le policier m'appelle, M. Lebleu, on a retrouvé votre voiture, elle est rendue chez M. Poisson. J'arrive dans le cours, je regarde ça, il y a une Volkswagen Coccinelle 1965 sur la plateforme. Je dis au policier, non, c'est parce que c'est pas ma voiture, ça, là. Non, il dit, c'est la vôtre. Il dit, on a vérifié. Il dit, c'est que les voleurs, pour être sûr de ne pas la retrouver, ils l'ont peinturée brune. On voit le vert. Il dit, il va être arc-en-ciel. Je suis là, ça continue. Vert, rose, brun. Bon. Fait après une entente entre Sylvain Poisson, les assurances et moi, on a remis la voiture dans son état, dans sa couleur d'origine. Quand je suis parti de chez Sylvain, j'ai dit, tiens, par principe, j'ai dit, moi, m'aller passer en avant de l'épitaphe à ma tante Fernande. Fait que je passe en avant de l'épitaphe à ma tante Fernande. En passant là, la voiture arrête. Bon, il dit que c'est ça encore. Fait que là, j'essaie de demeurer, il n'y a rien à faire. J'appelle au garage Bouvette, je dis à l'autre, il dit, amène la remorque, là. Il dit, la voiture est en panne dans le cimetière. Fait qu'une couple de jours plus tard, Claude m'appelle, il dit, Richard, il dit, je comprends pas, cette auto-là n'a aucune raison de ne pas démarrer. Il dit, regarde, là, je suis tanné, là, il dit, amène ça chez nous. J'ai mis ça dans le garage, j'ai mis la hausse de protection. Puis là, il dit, comme ma tante Fernande, là, ben, il dit, bon repos éternel. Bon. Fait que ce printemps, j'étais en train de lire le Courrier Sud, puis il y a un article qui mentionne le 60e anniversaire de la ville de Bécancour. 1965, 2025, 60 ans. Bon, les miracles, c'est possible dans la vie. Fait que je m'en vais dans le garage, pars la voiture, tout va bien. Fait que je vais faire une tournée avec, je la remets dans le garage, puis je lui souhaite bon 60e. Bon, je me dis possiblement que les 60e, ça doit être signe de renouveau, hein, madame la mairesse, hein? Bon, fait que c'est ça. Fait que là, je bats ça, en sortant, je me disais, il dit, je pensais à quelques affaires de ma tante, puis le 60e anniversaire. Puis ce matin, je voulais justement venir vous la présenter, la fameuse voiture de ma coccinelle de 1965. Mais ce matin, j'arrive pour aller au garage pour sortir la voiture. Je n'ai jamais trouvé les clés, la porte est barrée. Bon, ça y est. Bon, en tout cas, fait que je dis, moi, y aller quand même. Fait que vu que je ne peux pas vous la présenter aujourd'hui, quand je vais retrouver les clés du garage, mais je vais la photographier, puis je ferai paraître la photo dans la diffusion qui est le Journal de la Ville. C'est l'histoire de l'auto de ma tante Fernande. Merci. C'est bon?